Hey les gars, c'est Batman qui parle ici. Et avant que je commence cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un commentaire. Votre commentaire aidera ma vidéo à obtenir beaucoup d'engagement sur la plateforme. Cet anime suit la vie d'Arata Inohara, un lycéen dépressif qui était un athlète talentueux, mais qui a été trahi et malmené par son meilleur ami au lycée. Depuis, il ne peut plus vivre librement, car le traumatisme de cette trahison est resté ancré dans son esprit, comme celui que laisse généralement une fille aux cheveux courts chez les hommes. Mais tout change lorsqu'un jour, il échange sa place avec une autre personne d'un monde parallèle et se retrouve immédiatement plongé dans un combat dont seul le vainqueur peut survivre. Cela l'oblige à affronter ses peurs et il devient l'un des héros les plus forts du monde. Mais avant que tout cela n'arrive, il n'était qu'un lâche, car les brimades constantes de son meilleur ami au lycée, Masato, l'avaient complètement brisé. Il était un peu plus enthousiaste, grâce au nouvel ami qu'il s'était fait au lycée. Mais lorsqu'il a vu son nouveau meilleur ami parler à des brutes en disant qu'il n'avait jamais été l'ami d'Arata, son cœur s'est brisé et Arata est devenu encore plus déprimé. Il a perdu toute confiance dans les autres et a pensé qu'il ne pourrait plus jamais faire confiance à qui que ce soit. Pendant ce temps, dans un autre monde, un autre garçon, également nommé Arata, s'enfuit de chez lui. Sa grand-mère lui dit d'arrêter de fuir et d'accepter son destin, mais Arata II refuse de faire semblant d'être une femme, parce qu'il se considère comme un garçon homophobe et qu'il ne pourrait donc jamais se travestir, et sa grand-mère, furieuse parce qu'il répond, l'attaque avec une attaque magique, et il tombe dans la mer. Il est ensuite sauvé par sa grand-mère, qui lui dit qu'il n'a pas d'autre choix que de vivre comme une femme à partir de maintenant, et de devenir la prochaine princesse du royaume. Il s'avère que leur royaume est toujours gouverné par une princesse au pouvoir magique, choisie par leur clan, et que la princesse actuelle est déjà âgée. La grand-mère d'Arata a donc déclaré qu'il était une fille à sa naissance et qu'il devait devenir la prochaine princesse régnante. Il lui répond que c'est impossible, car seules les femmes peuvent utiliser la magie dans ce monde, et c'est l'un des critères les plus importants pour devenir une princesse régnante. Cependant, sa grand-mère lui annonce que s'il ne devient pas la prochaine princesse, tout son clan sera purgé pour avoir manqué à son devoir. Elle dit également à Arata de ravaler sa fierté et de devenir une femme afin de pouvoir protéger tout son clan et son arme divine. Arata II ramasse alors l'épée rouillée et commence à jouer avec en disant que ce n'est qu'un tas de ferraille et non une arme divine. Sa grand-mère lui crie dessus, mais elle est soudain victime d'une attaque et Arata se met à rire en la voyant dans cet état. C'est une plaisanterie. Il n'a pas d'autre choix que d'agir comme une femme pour le bien de son clan. Le lendemain, Arata monte dans une calèche avec son serviteur personnel, Kotoa, qui lui explique que la princesse soumet les dieux de ce monde, qui résident dans les épées. La princesse actuelle a déjà régné pendant 2 mandats, soit 60 ans, et elle est très âgée. Malheureusement, cette conférence n'aide pas Arata à se sentir mieux, et il continue à se sentir mal d'avoir été habillé en femme, et ce qu'il veut le plus, c'est disparaître complètement de ce monde. Pour l'aider à se sentir mieux, Kotoa se déshabille. En fait, elle ne lui donne qu'un porte-bonheur qu'elle tient de la princesse Kikuri. Lorsqu'il l'a servie dans le passé, ce geste a remonté le moral d'Arata, qui s'est dit prêt à tout pour tromper Kikuri et ses gardes. Le lendemain, il se rend à la capitale et pénètre dans la gigantesque tour où réside la princesse régnante. Arata monte également au sommet de la tour et se retrouve entouré des sanctuaires des 12 gardiens, qui sont les guerriers les plus puissants du royaume et les gardes loyaux de la princesse. Soudain, la princesse Kikuri vient l'accueillir pour commencer la cérémonie. Et Arata II est surpris de voir que la princesse n'est pas une vieille sorcière comme il l'imaginait, mais plutôt un humble petit chat. Arata II découvre également que Kikuri est une personne humble, gentille et agréable, et il ne veut plus trahir sa confiance. Mais soudain, l'un de ses 12 gardes saute en l'air et la frappe. Elle est dévastée par la trahison de cet homme, nommé Kanagi, et l'attaque avec une explosion magique. Mais elle est trop faible pour faire le moindre dégât. La princesse tombe au sol et utilise ses dernières forces pour préserver son corps. Peu après, Kanagi découvre que la prochaine princesse est un homme. Il a prévu de tuer la prochaine princesse, quoi qu'il arrive, qu'elle soit un homme ou une femme. Arata panique et demande aux 12 gardiens de faire quelque chose, car la princesse qu'ils sont censés protéger vient de mourir. Mais il s'avère que chacun d'entre eux est un traître. Soudain, Kanagi attaque à son tour Arata, qui esquive l'attaque et saute dans la piscine en contrebas. Lorsque les flammes vertes s'éteignent au sommet de la tour, le public panique et Kanagi raconte que la princesse a été tuée par un homme nommé Arata. Il ment ouvertement en disant qu'Arata s'est fait passer pour une femme afin de s'approcher d'elle sans éveiller les soupçons. Kanagi mobilise toute l'armée pour traquer Arata, qui court torse nu à travers la ville pour se mettre à l'abri. Désespéré, il se dirige vers la forêt, connue pour être un lieu redouté, qui consume l'esprit de ceux qui y pénètrent. Arata ne cesse de penser aux 12 gardiens qui ont trahi la princesse, quand soudain,
la forêt se met à résonner de bruits étranges. Arata se demande également ce qui se passe. Et, au même moment, Arata numéro 1 entend quelqu'un l'appeler par son nom. Pendant un bref instant, ils se retrouvent à flotter dans le ciel, puis ils sont échangés l'un contre l'autre. Arata numéro 1 se retrouve alors dans une forêt, incapable de comprendre ce qui vient de se passer ou l'endroit où il se trouve. Et au moment où il quitte la forêt et regarde la tour, une flèche rapide manque de le toucher. Kanagi et quelques soldats sont là pour le capturer, car pour eux, il ressemble aussi à Arata numéro 2. Arata numéro 1 se réfugie dans les arbres pour éviter les flèches. Et soudain, il est téléporté quelque part. Kotoa lui saute dessus, car elle croit aussi qu'il s'agit d'Arata numéro 2. Elle dit qu'elle est très heureuse qu'il aille bien, mais Arata lui demande qui elle est. Elle répond que ce n'est pas le moment de plaisanter et lui prend la main, le conduisant en toute sécurité jusqu'au village. Lorsqu'ils arrivent au village, Kotoa révèle que tout le monde croit que grand-mère Kikuri est morte et que c'est Arata qui l'a tuée. La grand-mère d'Arata est choquée, et Kotoa lui apprend qu'Arata a également perdu la mémoire après être entré dans la forêt maudite. Cela effraie encore plus grand-mère, qui emmène Arata dans une cave secrète où il lui révèle qu'il vient d'un autre monde. Elle le croit parce que la légende de cette forêt dit que ceux qui y entrent et en reviennent sont toujours complètement changés, et que c'est peut-être parce qu'ils sont tous remplacés par quelqu'un d'autre venant d'un autre monde. Arata est choqué d'entendre cela et demande s'il peut retourner en arrière, mais elle refuse, disant qu'il doit aussi vivre en tant qu'Arata numéro 2 maintenant. Arata refuse de vivre comme un criminel recherché, mais grand-mère est ferme et affirme que son petit-fils ne commettrait jamais un tel crime. Arata est en train de devenir fou en pensant à sa vie, faite de souffrances constantes, quand soudain, sa grand-mère entend les cris de Kotoa. Elle sort et découvre que Kanagi l'a prise en otage et exige maintenant que la vieille femme lui livre Arata si elle veut que la jeune fille vive. La vieille femme prétend qu'elle ne sait rien, alors Kanagi torture Kotoa, lui demandant si elle veut vraiment mourir en protégeant un criminel. Elle hurle qu'elle est persuadée qu'Arata n'a pas tué la princesse non plus, et ces mots ébranlent Arata au plus haut point. Il ne peut pas permettre que la foi d'une autre personne soit trahie. Il ne veut pas que quelqu'un vive ce qu'il a vécu, alors il se met en route pour sauver Kotoa. Kanagi jette Kotoa de côté et ordonne à un soldat de le tuer. Arata recule en titubant et remarque une épée rouillée sur le sol. Il la ramasse pour se défendre et repousse le soldat. Soudain, le pouvoir dormant de l'épée rouillée se réveille. Arata et Granny s'en rendent compte, mais pas Kanagi. Ils pensent qu'une arme divine est inutile dans les mains d'une personne normale et décident donc de tuer Arata en utilisant la capacité de feu de son épée. Arata panique, mais comme Granny lui a dit de dire au revoir à l'intérieur de l'épée pour qu'elle apparaisse, il le fait. Et soudain, une barrière dorée apparaît autour de lui et le feu de l'attaque de Kanagi commence à être absorbé par elle. Personne ne peut croire ce qui se passe, Arata étant le plus choqué par cette découverte soudaine. La puissance de feu de Kanagi continue d'être absorbée en permanence, si bien qu'il décide d'interrompre la puissance de son arme. Il déclare alors qu'il est incroyable qu'Arata soit aussi un élu, et soudain le toit endommagé s'effondre. Après cela, les soldats fouillent les ruines de la maison, mais ne trouvent ni Arata ni les autres. Kanagi est assis seul lorsqu'un autre des 12 gardiens, nommé Akachi, arrive et l'informe qu'il y a eu un changement de plan. Ils veulent capturer Arata vivant, afin de le juger et de le punir devant tout le monde pour qu'ils puissent réussir leur rébellion. De retour dans le monde moderne, la mère et la sœur d'Arata le recherchent, mais elles ne parviennent pas à obtenir son numéro de téléphone. C'est alors qu'elles aperçoivent un groupe de personnes rassemblées autour de quelqu'un qui parle d'un bel homme torse nu dans la rue. La mère d'Arata, un peu perverse, oublie son fils et se rend sur place pour voir le bel homme, mais elle découvre que ce dernier est en fait Arata 2, qui ressemble trait pour trait à son fils. Pendant ce temps, Arata et les autres se trouvent dans une grotte où grand-mère explique à Arata que les dieux de ce monde sont dans des armes divines. Les élus peuvent manier ces armes divines et commander le pouvoir des dieux. Et maintenant, Arata est l'un d'entre eux. Ensuite, Kotoa donne à Arata son plat préféré, en espérant que ses souvenirs lui reviendront s'il le mange. Arata se sent mal pour la fille, qui veut quelqu'un qu'il n'est pas tant que ça. Et il est triste qu'elle ne puisse pas accepter le fait qu'il est une personne différente. Il sort prendre l'air, mais Konoha le suit également. Elle dit à Arata qu'il retrouvera la mémoire, et lorsqu'il essaie de lui expliquer qu'il vient d'un autre monde, elle se contente de hocher la tête, comme si elle croyait tout ce qu'il dit. Soudain, elle l'étreint par derrière en lui disant qu'elle est persuadée que son maître reviendra. Arata est déjà nerveux, et c'est alors que Kotoa ouvre sa chemise et découvre que le porte-bonheur qu'elle lui a donné a disparu. Elle lui demande s'il l'a perdu, et malgré sa contrariété, elle lui donne le deuxième porte-bonheur, celui qui porte chance.
Arata commence alors à s'ouvrir à elle, quand soudain, Kanagi arrive sur les lieux et prend rapidement grand-mère en otage. Il demande à Arata de se rendre ou de se battre, et grand-mère interdit à Arata d'utiliser son arme, ce qui lui vaut d'être arrêté. Kanagi le jette dans une voiture qui se dirige vers la prison et lui annonce qu'il sera officiellement jugé pour le meurtre de la princesse. Arata hurle, disant qu'il ne sait même pas ce qui se passe, et Kanagi commence à penser qu'il a perdu ses souvenirs dans la forêt, mais il s'en moque, car il a l'intention de le punir de toute façon. Arata reste dans le wagon, incapable de faire quoi que ce soit, quand soudain, son porte-bonheur se met à briller et projette une vidéo sur le mur, montrant Arata 2 dans sa chambre. Les deux garçons sont choqués de voir cela, et Arata tente de retourner dans sa chambre en passant par le portail, mais il se cogne la tête contre le chariot en bois. Finalement, les deux Aratas réalisent et acceptent qu'ils ont changé de monde. Arata a une demande à Arata 2. Pourquoi il a tué la princesse, et celui-ci répond qu'il est accusé d'un crime commis par Kanagi et que les 12 autres gardiens de la princesse sont impliqués. Il déclare que la princesse avait l'air dévastée lorsque les bâtards l'ont trahi et qu'il ne leur pardonnera jamais. Arata est choqué d'entendre cela et décide de faire confiance à Arata 2. Arata 2 demande alors si Kotoa et Bobo vont bien et Arata répond qu'ils n'ont pas été arrêtés. Arata 2 est soulagé et lui demande de prendre soin d'eux. De plus, Arata révèle que l'épée divine s'est réveillée et Arata 2 est ravi que quelqu'un puisse désormais se battre contre les 12 gardiens. Ils se promettent de trouver un moyen de ramener les choses à la normale. Mais soudain, le portail commence à se rétrécir. À ce moment-là, la mère d'Arata commence également à venir dans sa chambre dans le monde moderne. Arata tente de l'appeler, mais en vain, car le portail se referme. Le lendemain, un grand jury est convoqué pour décider du châtiment d'Arata. Les 12 gardiens jouent le rôle de procureurs et de témoins et incriminent Arata d'avoir tué la princesse en se déguisant en femme. Ils montrent une photo de la princesse, suspendue à un fil entre la vie et la mort. Le jury est furieux et demande immédiatement que le criminel soit condamné à mort sans procès. Kanagi les fait taire et déclare que les 12 gardiens n'ont pas su protéger la princesse et qu'ils en sont profondément attristés. Arata est furieux d'entendre cela et demande à Kanagi d'arrêter ses bêtises. Il traite les 12 gardiens de traîtres et d'assassins, disant qu'ils sont pires que la racaille. Il demande à tout le monde s'ils ne se sont pas sentis mal lorsqu'ils ont attaqué la princesse, qui leur a confié sa vie. Soudain, le guerrier Akat envoie sa lance vers Arata et lui demande comment il peut mentir sur le fait que les 12 gardiens ont blessé la princesse, alors qu'ils sont encore en deuil de sa mort. Les autres guerriers d'élite font de même, et malgré un jeu d'acteurs très médiocre, ils parviennent à convaincre le jury. Maintenant qu'Arata est acculé par tout le monde, il se souvient des brimades qu'il subissait à l'école et abandonne. Au lieu d'être exécuté, il est exilé sur une île prison en guise de punition, et Kanagi veut qu'il vive jusqu'à ce qu'il découvre quelle arme divine est assez puissante pour maîtriser son épée. Arata est alors placé sur un navire prison, où il est envoyé très loin, et Kotor est bientôt jetée dans sa cellule, parce qu'elle a été surprise en train de se faufiler sur le navire. Le garde lui annonce qu'elle sera exilée avec son homme, mais Kotor s'en moque tant qu'elle est à ses côtés. Elle est piégée avec Arata, et pense qu'il peut briser les murs de la prison grâce à son épée divine. Il essaie de manifester son pouvoir, mais rien ne se passe. Arata abandonne alors, mais soudain, son porte-bonheur se met à briller, et Kotor et lui sont emmenés au paradis. Soudain, l'esprit de la princesse Kikour apparaît devant eux et appelle Arata, son nouveau gardien. Kikour dit à Arata que ses paroles pendant le procès l'ont rendue heureuse et qu'elle voit en lui l'espoir de créer un avenir stable pour le royaume. Kikour explique que jusqu'à présent, elle a utilisé son pouvoir pour soumettre les dieux à l'intérieur des armes divines, afin que ces mêmes armes puissent être utilisées pour le bien-être de son royaume. Cependant, si elle meurt, les armes divines seront libérées. Et bientôt le guerrier qui maniera leur pouvoir verra son esprit dominé par de grandes ambitions qui finiront par plonger le monde dans le chaos. C'est pourquoi Kikour veut qu'Arata restaure le royaume en son nom. Et pour ce faire, il doit porter son épée divine à son corps comateux, avant qu'elle ne perde le peu de vie qui lui reste. Arata n'est pas très sûr de lui et déclare qu'un garçon faible et sans formation comme lui ne peut rien faire. Cependant, Kikure affirme qu'elle ne peut que lui faire confiance pour cette tâche. Arata est choqué. Et soudain, il revient à la prison avec un flash lumineux. Il se demande alors s'il peut vraiment faire ce que la princesse lui demande, et Kotoa lui affirme que Kikour croit en lui, et qu'elle croit en lui aussi. Elle lui dit que pour commencer, il doit garder son arme divine à l'intérieur de son corps, puisque les élus peuvent le faire. Arata trouve qu'il est bien pratique de garder l'épée à la main. Pendant ce temps, le bateau arrive enfin sur l'île prison, qui ne semble pas être un endroit agréable à vivre. Les gardes jettent Arata et Kotoa à l'intérieur avec beaucoup d'autres criminels. L'atmosphère de l'endroit est sombre et inquiétante. Mais soudain, deux garçons arrivent et disent à Arata
qu'ils sont les patrons de cette prison et qu'ils doivent donc abandonner toutes leurs affaires et leurs vêtements. Ils commencent à regarder le corps de Kotoa de trop près et, profitant de l'occasion, Arata tente de leur échapper. Le garçon aux cheveux rouges, Ken, s'en aperçoit et l'attaque immédiatement. Il blesse la main d'Arata et le fait tomber à terre en lui demandant comment quelqu'un d'aussi faible que lui a pu tuer la princesse. Avant qu'Arata ne puisse expliquer son innocence, la prison commence à trembler et les prisonniers sont effrayés, disant que l'heure des comptes a sonné. Il s'enfuit et Arata est confus, car même Ken s'est enfui sans avoir terminé le combat. Soudain, les énormes tubes fous se mettent en mouvement et attaquent 2 personnes, les aspirant à l'intérieur. Sur ce, toute la prison devient silencieuse. Arata se demande ce qui se passe lorsqu'une femme arrive et lui explique qu'il s'agit d'un acte du directeur Tsuga qui dirige cette prison. Chaque jour, il choisit 2 prisonniers et les mange, et tout le monde appelle cela l'heure des comptes. La femme vole alors une épingle à cheveux à Kotoa, disant que c'est le prix à payer pour donner des informations. Peu après, Arata tente de s'échapper de la prison en utilisant son épée. Il essaie d'invoquer son pouvoir, mais cela ne sert à rien. Pendant ce temps, Konoha trouve un bain chaud pour Arata et lui propose même de lui frotter le dos. Il refuse, mais Kotoa remarque sa blessure et la soigne en utilisant la magie. Arata est curieux, alors Kotoa lui explique qu'elle vient d'un clan de serviteurs et que les femmes de son clan ont la capacité de protéger leur maître. Elle utilise sa magie sur la tête d'Arata pour le détendre, et Arata réalise enfin la dévotion de Kotoa pour son maître, qui l'a forcé à venir dans cette prison avec lui. Il la remercie quand soudain, la prison se remet à trembler et le sol sous les pieds de Kotoa s'effondre. Elle tombe à l'étage inférieur et Arata est terrifié parce qu'il ne pouvait pas bouger son corps, même lorsqu'il était en danger. Il essaie tout de même de la retrouver et demande aux autres prisonniers s'ils l'ont vue, mais ils ne répondent pas. Arata se cache d'eux quand soudain, il rencontre la femme de tout à l'heure, qui se présente comme une figurante qui va bientôt disparaître. Elle dit à Arata qu'il y a des rumeurs selon lesquelles si quelqu'un tue l'assassin de la princesse, il pourra rentrer chez lui, mais elle ne pense pas que ce soit vrai. Elle demande ensuite où se trouve la fille qui était avec lui, et Arata répond qu'il ne sait pas, et lui demande si elle sait quelque chose. La femme dit qu'elle pourrait savoir, et Arata offre immédiatement son sac à main en échange de l'information. La femme lui dit alors que c'est la rousse Ken qui l'a pris. Elle lui donne l'information gratuitement, car elle sait ce que c'est que de perdre quelqu'un de spécial. Elle demande à Arata de sauver rapidement son ami, car Ken est connu pour être un grand fauteur de troubles. Cependant, Ken et son jeune frère, Jure et Jin, sont comme des chiens obéissants devant Kotoa. Elle les remercie de l'avoir sauvée lorsqu'elle est tombée, puis Jin s'enfuit pour que son frère puisse marquer un but avec la jeune fille. Cependant, Ken ne sait pas non plus quoi faire avec la fille, et il quitte rapidement la pièce. Dehors, il trouve Jin inconscient et Arata à ses côtés. Ken pense qu'Arata a assommé son frère et l'attaque avec colère. Arata tente de dissiper le malentendu, mais Ken ne l'écoute pas, ce qui l'oblige à dégainer son épée. À ce moment-là, Jin se réveille et dit à son frère qu'Arata n'est pas l'ennemi. Soudain, un criminel se précipite pour attaquer Ken, mais Arata l'assomme d'un coup de pied. Ken reconnaît l'homme comme un membre du gang rival, et Jin lui raconte alors que le gang l'a attaqué et lui a pris sa bague, mais qu'Arata l'a sauvé. Ken demande à Arata de s'occuper de Jin pendant qu'il court se venger et récupérer la bague de son frère. Arata emmène Jin dans le salon, où il raconte son histoire pendant que Kotoa le soigne. Il a été kidnappé par des voleurs pour devenir l'un d'entre eux, et c'est là qu'il a rencontré Ken. Ils sont rapidement devenus comme des frères, mais lorsque le gang a eu des ennuis, ils les ont envoyés tous les deux dans cette prison, et sa bague était le seul souvenir de leur mère. Ken avait promis à Jin qu'ils sortiraient de cette prison et qu'ils rentreraient ensemble à la maison. Après tout cela, Arata et Kotoa ont enfin l'occasion de parler en privé. Il lui dit qu'il est prêt à aider la princesse maintenant et que la première chose à faire est de trouver un moyen de sortir de la prison. Jin lui répond que c'est impossible, car le gardien Tsuga est un élu doté d'une arme divine et qu'ils ne peuvent pas le vaincre. C'est alors que Ken arrive avec la bague de Jin. Il remercie Arata d'avoir sauvé son frère, mais le défie à nouveau de se battre. Il pense que la chasse à Arata lui permettra de sortir de cette prison, mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, l'heure des comptes a sonné. Un tuyau creux descend et kidnappe Ken, tandis qu'un second vise Arata. Arata se fiche de peur, mais Jin l'éloigne pour qu'il puisse être emmené avec son frère. Arata est ébranlé par son échec, car il n'a pas pu agir à temps pour sauver les autres, une fois de plus. Cependant, l'action de Jin lui donne du courage, et il décide de sauver ses frères. Il s'empare des grands tuyaux qui mènent vers le haut, pensant y trouver le gardien. Il sait que ce sera dangereux, mais il promet de protéger Kotoa de tout. Pendant ce temps, Ken et Jin sont au dernier étage, attachés par les solides tuyaux de fer. Ils luttent pour se libérer, mais les tuyaux les retiennent encore plus fort.
Tsuga déclare qu'il le jugera pour ses péchés et leur donne une chance de se battre l'un contre l'autre, promettant de laisser partir le survivant. Mais Ken refuse de se battre contre son frère. Cependant, Tsuga lui dit que s'ils ne se battent pas, ils mourront tous les deux. Il les laisse dans l'arène, puis lui donne ses armes. Jin ne veut pas se battre, mais Ken saisit son arme et commence à l'attaquer. Arata et Kotoa arrivent juste à temps pour voir Ken attaquer Jin. Arata entre dans la pièce et dit à Tsuga d'arrêter immédiatement cette folie. Le cruel directeur répond qu'il ne laissera personne interférer avec sa justice. Il attaque Arata avec des tuyaux, mais celui-ci esquive et dit que les garçons ne sont pas méchants. Tsuga se contente de pointer Ken, qui s'en prend frénétiquement à Jin. Il lui dit même qu'il n'est plus son frère, et ces mots rappellent à Arata la trahison de son meilleur ami. Soudain, Ken saute vers Jin pour l'attaquer, et celui-ci balance instinctivement son arme et le frappe. En tombant, Ken se souvient de la dernière fois qu'il a rencontré Jin dans le repère des voleurs. Il venait d'être enlevé à sa mère et pleurait à chaudes larmes, mais Ken a promis de le ramener à sa mère pour le calmer. Il ne lui reste plus qu'à espérer que Jin survive et s'échappe, et Arata réalise que Ken s'est sacrifié pour son frère. Cependant, Tsuga arrête Jin, au lieu de le libérer, disant qu'il est un criminel pour tentative de meurtre. Arata est furieux que Tsuga ait joué avec ses émotions. Il sort son épée avec colère et coupe les tuyaux pour libérer Jin. Soudain, un tuyau géant attaque Arata, qui s'y accroche. Il tombe du haut et continue de se faire frapper, mais il tient bon. Tous les autres observent le combat. Puis Tsuga demande à Arata comment il peut l'affronter s'il ne sait même pas se servir de son arme. Kotoa crie son nom, et Arata se souvient soudain de sa promesse de toujours la protéger. Il demande à son arme divine son véritable pouvoir, et soudain, une lumière dorée irradie de son épée, laissant tout le monde dans la prison abasourdi. Arata se tient dans sa barrière dorée, et les tuyaux qui l'entourent commencent à se désintégrer dès qu'il s'en approche. Tsuga attaque Arata de toutes ses forces, mais un seul coup d'Arata neutralise son attaque et révèle le véritable corps du gardien qui se trouvait sous l'île depuis tout ce temps. Il n'est plus qu'un vieil homme, avec des tuyaux qui lui sortent du corps et une arme noire qui lui transperce l'estomac. Arata pense que le pauvre homme souffre et tente de le libérer, mais dès qu'il tient son épée noire, il revoit le passé de Tsuga. Il traitait les criminels avec compassion, leur disant de repenser leurs actes et de changer complètement de vie pour sortir de prison. Cependant, un homme en qui il avait confiance l'a trahi, car il pensait que Tsuga le méprisait. Il l'a découpé et jeté dans le volcan avant de le poignarder avec son arme divine. À cause de cette trahison, Tsuga a complètement changé et s'est transformé en démon. Pipes began to come out of his body, killing the traitor and turning this prison into this crazy, bizarre thing full of pipes. L'esprit tordu de Tsuga a décidé de ne plus jamais faire confiance à personne et a utilisé son pouvoir pour emprisonner tout le monde dans un enfer qu'il a lui-même créé. Arata comprend enfin pourquoi Tsuga est devenu ainsi, mais le vieux gardien pense qu'il ne peut pas le comprendre. Tsuga demande à Arata de l'achever, et même les prisonniers espèrent qu'Arata tuera le vieil homme. Cependant, Arata calme son arme et tente de retirer l'épée qui lie le corps de Tsuga. L'aura sombre de l'épée commence à se répandre sur Arata, remplissant son esprit de rage et de haine envers ceux qui l'ont trahi. Arata hurle d'angoisse et les larmes coulent sur son visage, mais il jure de sauver Tsuga à tout prix. Il sort l'épée et tombe à genoux. Le vieux gardien lui demande pourquoi il est allé si loin pour le sauver, et Arata répond que c'est parce qu'ils ont tous les deux été trahis et blessés, mais qu'il veut toujours faire confiance et aider les autres. Tsuga est ému par ces paroles et remercie Arata de l'avoir libéré de toutes ces ténèbres. Soudain, l'épée reprend sa forme initiale et Tsuga révèle qu'elle abrite un certain dieu de ce monde. Il commence à se désintégrer, puis entre dans son épée qui explose d'énergie dorée. Tsuga dit à Arata qu'il se soumet à son pouvoir et lui demande de manier son épée avec justice. De l'énergie dorée pénètre dans l'épée d'Arata, et cette énergie transforme son épée, l'élevant au niveau 2. Il libère immédiatement son pouvoir, et l'énergie dorée commence à transformer toute la prison sous le regard émerveillé de tous. Les personnes qui avaient été enlevées lors du recensement reviennent également vivantes, et tout le monde est heureux. C'est alors que Kanagi arrive, à la recherche d'Arata. Il a vu l'éclair dans le ciel et commence à interroger les gens sur ce qui s'est passé. La voix de Tsuga avertit Arata du danger et lui demande de partir, tandis qu'il apparaît sous une forme spectrale devant Kanagi. Kanagi se rend compte que le vieux gardien a été vaincu, et Tsuga lui dit qu'Arata est fort, tout comme son épée divine. Il révèle qu'il s'agit de l'épée d'origine qui régnera sur le monde. Pendant ce temps, Ken et Jin emmènent Arata sur le bateau, où il vivait auparavant, et l'utilisent pour s'échapper de l'île. De son côté, Arata II mène une vie normale. Sa famille s'inquiète pour lui, car un médecin a diagnostiqué chez lui une amnésie temporaire.
Son père dit qu'il devrait le retirer de l'école pendant quelques jours, mais sa mère s'y oppose totalement. Elle dit qu'ils doivent être sages et courageux, afin de pouvoir comprendre et soutenir leur fils. À ce moment-là, Arata descend lui aussi les escaliers, disant que son corps est raide parce qu'il n'a pas chassé de bêtes sauvages depuis un certain temps. Tout le monde est surpris, mais ses parents essaient de faire comme s'ils savaient de quoi il parle. La sœur d'Arata, cependant, en a assez de ces bavardages inutiles, et de retour dans le monde fantastique, Ken retourne dans son pays natal, pensant toujours aux paroles de Tsuga selon lesquelles Arata possède l'épée d'origine, et son groupe parvient de justesse à débarquer sur une île. Après tout, leur bateau est tombé en panne à mi-chemin. Ils vérifient les cartes, et Ken dit qu'ils sont loin de la capitale, et que pour y arriver, ils doivent traverser le dangereux territoire de Kanag. Arata est curieux. Alors Kotor explique que les 12 gardiens sont les dirigeants de 12 domaines du royaume, et sans la princesse pour les diriger, ils retournent dans leur territoire. Soudain, ils voient de la fumée au loin et la suivent pour trouver des gens ordinaires qui campent dans la forêt. Jin les reconnaît comme étant les habitants de son village et court vers eux. Ils le reconnaissent également, et Jin dit à tout le monde qu'il est possible de partir maintenant. À ce moment, sa mère sort de sa tente et est très émue de voir son fils de retour. Ils se serrent l'un contre l'autre, puis Ken et les autres arrivent également sur les lieux. Jin raconte à sa mère comment Ken l'a sauvé et elle le remercie. Il répond que ce n'était rien de grave, mais il est déjà triste de perdre Jin maintenant. Pendant ce temps, Arata parle aux villageois et apprend qu'une guerre pourrait bientôt éclater, parce que les 12 gardiens sont de retour pour régner sur leur propre territoire, et ils sont tous ambitieux de gagner plus de pouvoir, ce qui explique pourquoi les villageois s'enfuient vers des endroits loin des combats. Arata se demande ce qui va se passer maintenant, et Ken lui dit que l'un des 12 gardiens va monter au sommet et devenir le roi. Il dit que dans le passé, les 12 gardiens avaient aussi l'habitude de s'abriter tout le temps, mais que la princesse les a supprimés et a ramené la paix dans tout le royaume. Jin et les villageois partent bientôt, et Arata et ses amis vont leur dire au revoir. Ils arrivent à une chute d'eau qui disparaît presque tous les mois, ouvrant l'entrée d'un passage secret. Les villageois s'en vont, souhaitant à Arata et Konoha le meilleur pour leur vie. Et Jin fait également ses adieux à Arata et Konoha, puis dit à Ken de l'accompagner, mais ce dernier ne le fait pas. Et alors que le débit de la cascade change, la mère de Jin emmène son fils. Jin se demande ce qui se passe, mais Ken sourit et lui dit de vivre heureux avec sa mère jusqu'à ce qu'ils se rencontrent à nouveau plus tard. Et la chute d'eau reprend toute sa force. Arata demande à Ken pourquoi il a fait cela, et il répond que c'est son gang qui a kidnappé Jin, et qu'il n'a donc pas le droit d'être avec sa famille. Il dit à Arata et Kotoa de continuer leur chemin, car pour l'instant, tout ce qu'il veut, c'est être seul. Mais Arata lui prend la main et lui dit qu'il ira avec eux. Bien qu'un peu réticent, Ken décide de les accompagner. Pendant le voyage, Arata se fatigue rapidement, et lorsque le groupe décide de faire une pause, ils voient un énorme monstre qui les effraie. Il rugit fort et commence à les poursuivre. Ils courent et trébuchent, et un monstre furieux leur fonce dessus, sans se rendre compte qu'il se trouvait en dessous de lui. Quand Arata et ses amis sont en sécurité, ils voient un mouvement dans les buissons, et découvrent une fille qui tient l'œuf du monstre qu'ils viennent de voir. Le monstre les retrouve et tout le monde s'enfuit. Ken est le dernier à réagir et le monstre le poursuit pendant que tous les autres se mettent à l'abri. Arata et Kotoa demandent à une fille nommée Rino pourquoi elle a volé l'œuf du monstre, car il pourrait être dangereux, et elle répond que sa patronne attend un bébé et qu'elle voulait donc lui donner un œuf géant pour qu'elle s'en nourrisse. Soudain, le bébé monstre à l'intérieur de l'œuf éclot, et Rino est déçu de ne pouvoir rien faire pour l'instant. À ce moment-là, le maître de Rino, Rika, apparaît sur un chemin étrange, et Ken est juste derrière lui. Ken dit que cet homme l'a sauvé, et juste au moment où Arata remercie Rika, il est pris d'une forte fièvre et s'évanouit. À son réveil, Arata se retrouve dans la maison de Rika, avec Ken à ses côtés. La femme de Rika arrive avec des vêtements de rechange et est soulagée de voir qu'Arata est réveillé. Arata vérifie ensuite ses affaires et y trouve son smartphone. Il l'examine immédiatement, tout en essayant de cacher le téléphone à Ken, comme si le garçon savait ce qu'est un téléphone. Arata allume le téléphone, et heureusement, il fonctionne encore, et le dernier message qu'il contient est celui de Suguru, son nouvel ami qu'il a trahi à la fin. Arata est un peu triste pendant un moment, mais Ken se souvient alors d'une chose importante. Il explique à Arata que la personne appelée Rika est en fait une servante de Kanagi. S'il découvre sa véritable identité, il risque d'avoir des ennuis, et Arata est terrifié par cette nouvelle. À ce moment-là, Rika entre dans la pièce, une épée divine à la main. Il utilise son pouvoir pour réparer la lance endommagée de Ken, et en voyant Arata choqué, il lui dit que toutes les armes divines ne sont pas utilisées pour la destruction. Il dit ensuite qu'il n'aime pas non plus la guerre, et que grâce à la gentillesse de Kanagi, sa nation est prospère. Au même moment, Kanagi est de retour chez lui et se rend sur la tombe d'une personne qui lui est très chère.
Il lui promet de devenir roi et de prendre le trône pour elle, mais à ce moment-là, un soldat arrive en courant pour lui annoncer qu'un de ses plus proches serviteurs a été attaqué. Kannagi se précipite sur place et découvre que tous les habitants de la maison ont été massacrés. Il apprend de son serviteur qu'Akashi les a attaqués. Kannagi est profondément bouleversé par cette nouvelle, car Akashi était l'un de ses plus proches amis. Il apprend que d'autres serviteurs sont également attaqués et décide de se rendre rapidement auprès d'eux. Mais tous ont été tués, à l'exception de Rika. Kannagi décide alors de se précipiter au village de Rika pour au moins le sauver. De retour au village, tout est paisible et Rika a entendu dire qu'une guerre allait éclater. Mais il n'y participera pas, car il n'aime pas les effusions de sang. Arata fait remarquer qu'il est stupide de s'entretuer, mais Rika lui dit qu'il n'est pas nécessaire de s'entretuer pour devenir roi. Il explique que si quelqu'un peut faire en sorte que les autres guerriers choisis se soumettent à lui, cette personne peut réunir toutes les armes divines et devenir roi sans verser de sang. Arata se rend compte que c'est ce qu'a fait Tsuga, et, par coïncidence, Rika en a également entendu parler. Arata est maintenant à bout, craignant que son secret n'ait été découvert. Rika dit que la personne qui a assassiné la princesse était aussi un élu et qu'il s'est échappé de prison. Il déclare que si la nouvelle selon laquelle il a fait se rendre Tsuga est vraie, ce n'est probablement pas cet homme qui a tué la princesse. Il explique que l'arme divine de Tsuga, le Samiwa, peut voir la vraie nature de n'importe qui et qu'il ne se soumettra donc pas à un criminel. Rika se retourne alors, laissant entendre qu'il sait qu'Arata est la personne en question. Mais avant qu'il ne se passe quoi que ce soit, le serviteur dit à Rika qu'un invité l'attend. Plus tard, la servante Rino fait en sorte qu'Arata et son groupe partent immédiatement, car l'invité qui se trouve chez elle en ce moment est Akashi. Malgré le danger, Arata et les autres se faufilent dans la salle de réunion, où ils entendent Takashi dire à Rika que c'est Kannagi qui a tué la princesse. Il rejette toute la responsabilité sur Kannagi, affirmant qu'il est le cerveau du meurtre et qu'il se sert d'Arata pour distraire tout le monde. Il entre alors dans le vif du sujet et demande à Rika de devenir son serviteur au lieu de devenir un meurtrier. Rika répond qu'il ne croit pas ce que dit Akashi, même s'il a dit la vérité. Il est loyal envers Kannagi et le suivra quels que soient ses péchés. En réponse, Akashi dégaine sa lance divine et la plante dans le sol, créant des pointes de terre. Les pointes ne blessent pas Rika, mais elles prennent en otage sa femme enceinte. Rika demande à Akashi pourquoi il fait cela, puisqu'il n'a pas besoin de son aide pour devenir roi. Akashi répond qu'il fait cela parce qu'il veut toutes les armes divines, et dit qu'il a déjà pris les armes des 6 autres serviteurs de Kannagi. Akashi demande alors à Rika s'il se rendra pacifiquement, ou s'il laissera mourir sa femme. Arata est horrifié de voir jusqu'où Akashi est prêt à aller pour atteindre son but. Il s'apprête à sortir son arme, mais Rika s'en aperçoit et déclare qu'il va se rendre. Cependant, il veut qu'Akashi promette de ne pas faire de mal à sa femme, ni même à ses invités. Il le promet, et Rika dégaine son arme et se soumet à Akashi et à son arme divine supérieure. Son corps se transforme en énergie et entre dans l'épée, puis il s'attaque à l'arme divine d'Akashi. La femme de Rika pleure en réalisant qu'elle a perdu son mari, et tous les autres sont également touchés. À ce moment-là, 2 serviteurs arrivent en courant, après avoir entendu les bruits forts, et Akashi les tue sans sourciller. La femme de Rika le supplie de l'épargner au moins, mais il la tue elle aussi sans pitié. Arata devient furieux et compare Akashi à un démon. Soudain, le rideau s'ouvre et Akashi sent tout le monde derrière lui. Il s'apprête à attaquer Arata à son tour, quand Kannagi apparaît soudain. Il est dévasté par la scène de carnage et demande à Akashi comment il a pu faire une telle chose. Akashi lui répond que la guerre pour devenir roi a déjà commencé et qu'il ne reculera devant rien pour conquérir le trône. Furieux, Kannagi utilise son attaque de feu contre Akashi, qui la bloque avec son mur de pierre. L'instant d'après, Kannagi lui saute dessus et l'attaque à nouveau. Mais Akashi parvient à bloquer cette attaque. Il envoie alors des pointes de pierre vers Kannagi, qui ne peut qu'esquiver. Il évite de justesse d'être touché, mais son vaisseau est endommagé. Akashi l'attaque avec d'autres pointes, et Kannagi est maintenant complètement encerclé. Il est ensuite attaqué par une grêle de rochers, et lorsque Kannagi tente de se défendre avec un mur de feu, Akashi l'attaque par derrière. Ils tombent au sol, et le choc de leurs armes libère une puissante onde de choc qui ébranle tout l'endroit. Arata et ses amis sont projetés au loin, mais il active sa capacité de barrière pour les faire atterrir sains et saufs. De l'autre côté, Kannagi est rongé par la rage. Il demande à Akashi de lui expliquer pourquoi il a fait cela, et Akashi lui rappelle son ancienne amie Amy, qui aimait Kannagi, mais qui est morte à cause de lui. Kannagi, ébranlé par ces paroles, lâche immédiatement son arme et se dirige vers Akashi. Akashi frappe le sol et crée des répliques en pierre de l'arme divine du serviteur de Kannagi. Il déclare qu'il les a tous pris et qu'il va maintenant prendre l'épée de Kannagi, dont l'épée s'enfonce dans le sol.
Kanagi réagit alors en lançant ses mains sur Akashi, qui est son ami depuis l'enfance. Ils s'entraînaient ensemble, mais Akashi était toujours plus fort, et c'est pour cette raison qu'il a pu arrêter l'attaque de Kanagi avec facilité, comme toujours. Il le rapproche et l'accuse d'avoir trahi tous les autres en premier. Il le repousse et commence à le battre avec des fouets de terre, disant qu'il ne tuera pas pour pouvoir vivre avec la honte et la douleur de son échec. Malgré toutes les mauvaises actions commises par Kanagi, Arata a pitié de lui lorsqu'il le voit ainsi. Il demande à Akashi d'arrêter, car il est honteux de voir un guerrier battre un homme désarmé. Akashi sait qu'Arata est aussi un élu, et lui demande s'il veut aussi le trône. Arata répond qu'il ne sert à rien de devenir roi s'il doit tuer des innocents pour accéder au trône. Akashi se moque de lui en disant qu'il n'y a pas de place pour des idéaux aussi nobles et inutiles dans ce monde. Il dit que pour chaque élu possédant une arme divine, il n'y a que deux options, soit se soumettre à une personne plus puissante, soit devenir plus fort, et faire en sorte que les autres se soumettent à lui. Sur ce, Akashi dit à Kanagi de souffrir dans son agonie, et part dans une tempête de poussière. Plus tard, tout le monde est déprimé, et Ino va voir Kanagi pour lui demander de ramener son maître bien-aimé. Elle lui dit qu'Oika le respectait plus que quiconque au monde et qu'il croyait qu'il pouvait faire n'importe quoi. Kanagi contrôle sa tristesse et répond qu'il n'est pas facile de ramener Oika, car son âme est devenue une partie de l'âme d'Akashi. Hina se met à pleurer et maudit Kanagi et Akashi d'avoir gâché son bonheur. Kanagi ne peut que s'excuser et partir, mais Arata l'arrête et lui demande pourquoi il a l'air si déprimé. Il lui demande s'il est malheureux, parce qu'il a perdu son arme, ou parce qu'il a perdu les personnes qui lui faisaient confiance de tout leur cœur. Arata saisit son col, lui demandant s'il n'a jamais pensé que le karma s'en prendrait à lui lorsqu'il a trahi la princesse. Il dit à Kanagi qu'il ne mérite pas d'être triste maintenant, et Kanagi lui gifle la main, disant à Arata qu'il ne sait rien. Il affirme que tout le monde a été injustement soumis par Kikuri et qu'il ne pouvait pas manquer l'occasion de la tuer et de libérer les armes de tout le monde. Après avoir dit cela, il part, et Ino maudit aussi Arata, disant qu'elle déteste tous les guerriers élus. Et ainsi, une autre fille qui généralise tout est née. Arata n'a aucune idée de ce qu'il doit lui répondre et ne sait pas quoi faire maintenant. Il part et reste seul, réfléchissant à la demande de Kikuri, et se demande si elle veut qu'il rejoigne le combat pour devenir roi. À ce moment-là, Kotoa et Ken arrivent et encouragent Arata en lui disant qu'il doit se battre lui aussi. Cependant, Arata est en colère et frustré par sa faiblesse, car il n'a rien pu faire pour sauver Oika et sa femme. Il dit qu'il veut devenir fort pour qu'Akashi se soumette à lui. Mais il ajoute que s'il fait cela, il deviendra comme Akashi. Ken dit à Arata d'arrêter de se comporter comme un lâche. Il sait qu'Arata n'a jamais combattu personne, et lui dit que s'il veut juste pleurer, il peut rester à la maison. Car s'il veut devenir plus fort, il devra blesser d'autres personnes. Ken lui demande d'abandonner s'il n'y arrive pas, mais Arata refuse, disant que Kikuri lui a confié cette tâche importante. Cependant, il veut sauver le monde sans que les autres se soumettent à lui. Konoha lui rappelle que Tsuga ne s'est pas soumis à lui parce qu'il a perdu, mais parce qu'il lui a confié son pouvoir et ses objectifs. Soudain, Arata a l'idée, mais Kotoa a encore des choses à dire. Elle raconte qu'autrefois, grand-mère racontait des histoires sur une arme divine légendaire qui n'avait aucune capacité d'attaque, mais seulement des capacités défensives. Cependant, c'était aussi la plus puissante des épées divines. Elle s'appelait Tsukuyo, l'épée divine des origines, et Kotoa pense que c'est celle que possède Arata. Elle pense qu'en utilisant les épées des origines, il peut régner sur le monde sans se battre. Lorsqu'Arata prononce le nom de Tsukuyo, une lumière dorée aveuglante jaillit de l'épée, illuminant toute la zone. Arata 2 regarde des photos d'Arata, un avec son ami traître, Masato. À l'extérieur de la maison, son nouvel ami Subaru erre nerveusement. Arata le remarque également et décide de le retrouver. Après l'avoir effrayé, Arata demande à Suguru qui il est, et l'Intello est attristé de penser qu'Arata est en colère parce qu'il l'a entendu dire aux brutes qu'ils n'ont jamais été amis. Alors il rend le jeu qu'Arata lui a prêté et s'enfuit. Le lendemain, Arata se rend également à l'école, et après une longue pause, la première chose qu'il fait est de saluer Masato. Masato est choqué de le voir ainsi, et Arata lui demande également de lui en dire plus sur Arata, car ils doivent être amis puisqu'ils ont de nombreuses photos ensemble. Masato est confus, mais soudain, la mère d'Arata l'entraîne à la rencontre du principal. Cependant, Masato est maintenant en colère, car il pense qu'Arata se moque de lui. Plus tard, 2 brutes appellent Arata sur le toit, alors que Masato l'attend. Il demande à Arata s'il fait semblant d'être amnésique, mais celui-ci l'ignore et court voir la vue depuis le toit. Masato est furieux et lui demande pour qui il se prend. Arata lui pose la même question, ce qui énerve encore plus Masato. Masato est très en colère et les autres brutes commencent à acculer Arata.
Il décide alors de partir en disant qu'il n'a pas envie d'être l'ami de quelqu'un qui a besoin de l'aide de toute une bande pour intimider une seule personne. Furieux, Masato l'attaque, mais Arata lui saisit la main et l'assomme d'un simple coup de pied. Il commente que Masato est trop arrogant pour être si faible et dit ensuite qu'il ne sait pas ce qui se passe avec l'Arata original, mais que tant qu'il sera dans ce corps, il ne laissera plus personne humilier Arata. Dans le monde imaginaire, Arata et les autres discutent au bord d'une rivière, quand soudain Konoha se tord la cheville. Ken lui propose de la porter sur son dos, mais elle refuse et tente de marcher avec le soutien d'Arata. Il se repose dans une hutte abandonnée et Ken part à la recherche d'herbes médicinales. Lorsque Arata et Kotoa se retrouvent seuls, elle s'accroche à lui, disant qu'elle n'est qu'une grotte normale et qu'elle doit parfois laisser transparaître ses sentiments. Arata est confus, mais il se rend compte que Kotoa ne veut pas s'asseoir sur ses genoux, mais plutôt sur ceux d'Arata II. Il ne sert donc à rien de l'approcher, puisqu'elle ne croit toujours pas qu'il est un Arata d'un autre monde. Il part et utilise son porte-bonheur pour communiquer avec Arata II. Ils s'informent mutuellement de la situation. Puis Arata I demande à Arata II ce qu'il pense de Kotoa. Il répond qu'ils ont grandi ensemble, qu'il la voit comme sa belle petite sœur et qu'il pense qu'il doit toujours la protéger, à tout prix. Arata I pense que Kotoa aura le cœur brisé si elle l'apprend. Il promet donc à Arata II de protéger Kotoa à sa place. Arata, un garçon, lui dit aussi qu'il est allé à l'école aujourd'hui et qu'il a fait en sorte qu'un garçon ennuyeux du nom de Masato se tienne tranquille. L'esprit d'Arata s'emballe à la mention du nom de Masato. Mais avant qu'il ne puisse parler davantage, le portail se referme. Arata est encore perdu dans ses pensées lorsque Kanagi se faufile derrière lui et l'étrangle. Il demande à Arata de lui remettre son épée divine des origines, mais celui-ci refuse. Kanagi le frappe et le jette à terre, et soudain, le feu éclate autour d'eux. Arata ne comprend pas comment Kanagi peut utiliser le feu sans son épée, et il répond que le feu ici est dû à un phénomène naturel, mais que même sans son arme, il est un élu et peut le manipuler facilement. Kanagi attaque Arata avec ses flammes, et celui-ci invoque son épée et active son pouvoir pour bloquer l'attaque. Le bouclier se dissipe, et Kanagi demande à Arata de lui remettre l'épée, et il l'épargnera. Il s'approche d'Arata, qui ne peut s'empêcher de trembler, et Kanagi lui demande alors pourquoi l'épée légendaire d'origine a choisi un lâche pathétique comme lui. Il saisit l'épée et s'apprête à attaquer Arata, lorsque Kotoa arrive en courant et lui dit d'arrêter. Kotoa est la proie des flammes, et Kanagi voit d'horribles flashbacks de son passé. Arata court vers elle, mais Kotoa lui dit de ne pas s'approcher. Elle lui demande de la quitter, car il a des choses plus importantes à faire. Mais Arata plonge dans le feu en disant qu'il a juré de la protéger. Kanagi commence à souffrir de sa blessure à l'épaule et lâche son épée en courant pour sauver Arata et Kotoa. Il perd alors connaissance et se retrouve dans son passé. Il était le fils du seigneur du territoire, et Akati et la fille qui est morte étaient ses serviteurs. Ils ont grandi ensemble, Akati étant le partenaire d'entraînement de Kanagi et la fille étant celle qu'il aimait. Un jour, le seigneur mourut, et les serviteurs se révoltèrent et tuèrent Kanagi. Il s'enfuit alors avec ses deux amis, mais Akati resta en arrière pour arrêter les assaillants. Pendant qu'ils combattaient les assaillants, Kanagi emmena la jeune fille sur un bateau et ils se rendirent sur une île lointaine, où ils furent retrouvés par un groupe de personnes, dont le jeune Oika. Lorsque Kanagi se réveille de son rêve, il confond Kotoa avec la fille de son passé. Il décide donc de raconter à tout le monde le reste de son histoire, et dit que les gens qui les ont trouvés étaient très gentils, et qu'il a décidé d'oublier son passé et de vivre heureux avec la jeune fille. Mais un jour, il tombe malade, et la jeune fille part chercher des herbes médicinales, malgré l'avertissement d'Oika, qui précise que les flammes naturelles de la région sont très fortes en cette saison. Lorsque Kanagi se réveille et voit la montagne en flammes, il suit son intuition et court en haut de la montagne pour sauver la jeune fille. Cependant, elle est déjà entourée de flammes. Il tente de la sauver, mais le feu l'attaque, le blesse à l'épaule et le jette du haut de la falaise. Il réussit à s'en sortir mais voit Imei se faire brûler à mort. Kanagi décide alors de se suicider, car il pense qu'il ne lui reste plus rien dans la vie après l'avoir perdu. Cependant, en entendant ses cris, le dieu du feu est apparu devant lui sous la forme d'une épée et l'a accueilli comme son porteur. Kanagi explique à Arata et aux autres que pour lui, cette épée est la fille du passé et que c'est pour cette raison qu'il veut la récupérer à tout prix. En pensant à son histoire et à la trahison de son meilleur ami, Arata se sent désolé pour Kanagi et lui dit de rejoindre son groupe. Il lui promet qu'ils retrouveront son épée et qu'ils pourront alors changer le royaume ensemble. Kanagi accepte son offre et cette nouvelle parvient aux autres membres des 12 gardiens. Ils se préparent à agir bientôt et pour décider du sort du royaume, la guerre devient encore plus intense. Les 6 gardiens veillent sur le corps de la princesse, qui est toujours en vie,
mais ils sont certains qu'elle ne pourra pas rassembler assez de force pour revenir à la vie. Cependant, ils ont encore peur, car ils ont appris qu'Arata a obtenu Tsukuyo, l'épée des origines. Les 6 gardiens craignent que si Kikuri entre en contact avec Tsukuyo, elle sera ramenée à la vie. Mais l'un d'entre eux affirme que cela n'arrivera pas. Et pour s'assurer que cela n'arrivera pas, ils se rendent dans la forêt maudite, où les 2 Aratas ont échangé leurs corps. Les 6 gardiens savent que l'Arata qu'ils affrontent vient d'un autre monde. Ils envoient donc l'un d'entre eux dans la forêt pour réveiller un pouvoir qui les aidera à le vaincre. Pendant ce temps, dans le monde réel, Masato pique une crise après avoir été battu par Arata. Il se dispute ensuite avec son père, qui l'insulte pour être médiocre en tout, se plaignant d'avoir abandonné l'équipe d'athlétisme après une seule et misérable défaite. Lorsque Masato réplique aux paroles de son père et le traite de conseiller municipal corrompu, son père lui donne une bonne gifle et lui dit que sa mère l'a quitté parce qu'il était un raté. Au même moment, Arata rentre lui aussi à la maison et dit à sa mère qu'il ne s'est rien passé de spécial à l'école. Il se rend ensuite dans sa chambre, mais sa sœur l'arrête et lui demande de parler davantage à sa mère, qui s'inquiète beaucoup de son état de santé. Arata ne peut pas non plus le faire, car il n'a jamais eu de mère dans sa vie. Plus tard, alors qu'il se demande quelle est la relation entre Arata et Masato, il voit le nouvel ami d'Arata, Suguru, se promener dans la maison. Dès qu'il se rend compte qu'il a été vu, Suguru s'enfuit, mais Arata parvient à l'intercepter. Il demande à Suguru s'ils sont amis, et le nerd pense qu'il l'a entendu dire au brut qu'il n'est pas son ami. Il n'avait pas d'autre choix que de dire ces choses, sinon il serait lui aussi victime de brimade. Il se met à pleurer, tout en s'excusant auprès d'Arata, qui lui répond que ce n'est pas grave car il est toujours son ami. Cela lui rappelle Masato, et il demande à Suguru de l'emmener chez lui. Ils arrivent à une station de métro, où Masato, déjà irrité, s'aperçoit que ses amis se moquent de lui derrière son dos. Lorsqu'il s'approche d'eux, il lui demande s'il veut se battre, mais avant qu'il ne se passe quoi que ce soit, Arata arrive à son tour. Il dit qu'il se joindra à Masato si un combat s'engage, afin d'équilibrer les choses, et les garçons se dispersent rapidement. Arata demande également à Masato s'il va bien, ce qui le met en colère, car il ne voulait pas de son aide. Il accuse Arata de toujours regarder les autres de haut, comme la fois où il a fait exprès de perdre une course contre lui, mais Arata ne sait pas non plus de quoi il parle. Il est sur le point de révéler qu'il n'est pas le vrai Arata, quand sa mère arrive de nulle part pour le chercher. Elle gifle Arata pour s'être enfui de chez lui sans l'en informer, puis se met à pleurer parce qu'elle s'inquiétait pour lui. Cela brise le cœur de Masato, qui se souvient que sa mère a quitté la famille après avoir surpris son mari en train de la tromper. Il commence à s'éloigner en titubant, furieux contre tout et tout le monde. Il accuse Arata de tous les maux, car sa déchéance a commencé lorsque Arata a perdu contre lui volontairement. Il maudit Arata et jure de le tuer. Au même moment, dans le monde fantastique, le gardien tatoué demande à la forêt d'ouvrir la porte de l'autre monde et de l'amener à la personne qui déteste le plus Arata. Soudain, il se sent confus et se retrouve à flotter dans les airs. Et le gardien donne toutes les informations qu'il a sur Arata à Masato par magie. Avec cela, ils échangent leur place. Et quand Masato quitte la forêt, il se rend compte que l'Arata avec lequel il traitait était un faux. Il demande aux 5 gardiens masqués restants où se trouve Arata, afin de pouvoir le tuer. Arata et son équipe traversent une forêt quand soudain le temps change et il se met à pleuvoir. Kanagi, qui voyage avec eux, leur apprend qu'ils se trouvent sur le territoire du Yorunami, affectueusement surnommé Yoro. Il explique que Yoro est l'un des 12 gardiens ayant le pouvoir de contrôler l'eau et de provoquer la pluie. Alors qu'il tente de trouver un abri, Arata demande à Kanagi quels sont les pouvoirs et la personnalité de chacun des gardiens restants. Kanagi refuse de lui dire quoi que ce soit, car après tout, ils sont toujours ennemis. Cependant, il révèle que les 12 gardiens travaillent à peine ensemble et que les 6 gardiens masqués sont encore plus étranges que les autres, car personne ne sait qui ils sont ni quels sont leurs pouvoirs. Au même moment, les 5 gardiens emmènent Masato dans leur quartier général et lui racontent comment Arata est devenu un guerrier élu et tente maintenant de devenir le roi de ce pays. Ils lui expliquent qu'il était le seul à pouvoir arrêter Arata, à cause de la haine qu'il porte dans son cœur, mais que pour vaincre Arata, il doit lui aussi devenir un guerrier élu. Masato ne comprend rien, mais il est prêt à tout pour vaincre Arata. Les 5 gardiens l'emmènent dans les profondeurs de la porte, l'ouvrent et le conduisent dans une pièce où se trouve la seule arme capable de vaincre Arata. Il lui explique que l'arme sacrée interdite appelée Orochi, qui est entourée des restes momifiés de ceux qui ont essayé de l'obtenir, est en sommeil depuis toujours, mais que si quelqu'un déteste suffisamment le porteur de Tsukuyo, il réveillera l'Orochi et celui-ci le choisira. Lorsque Masato tient l'épée appelée Orochi, celle-ci se réveille et tous les guerriers élus ressentent une étrange sensation et Arata sent son épée sacrée brûler dans sa main. L'énergie sombre de l'épée Orochi enveloppe le corps de Masato, qui lutte pour la maîtriser. Soudain,
il se retrouve dans le domaine du terrible dieu scellé dans l'épée, qui lui demande de montrer sa haine. Masato demande à Orochi de lui donner du pouvoir afin qu'il puisse détruire Arata, et le dieu maléfique accepte. Il accorde ses pouvoirs à Masato et le désigne comme le guerrier qui répandra la haine et la violence dans le monde entier. Le lendemain, Masato se dirige vers Arata, qui ressent une vive douleur au niveau de son épée. Il dégaine son épée et remarque qu'elle réagit étrangement, quand soudain Masato apparaît devant lui. Arata est stupéfait de le voir et demande à son ami devenu son ennemi ce qu'il fait ici. Masato retire simplement l'épée noire de son corps, puis active son pouvoir pour envoyer un coup noir en direction d'Arata. Arata parvient à réagir à temps et active la capacité de barrière de son épée pour protéger son corps. Mais il est encore très secoué par les événements. Konoha demande à Arata qui est l'homme devant eux, et Arata demande à Masato ce qu'il fait dans ce monde. Masato répond par une autre question, demandant si Arata est venu dans ce monde parce qu'il avait peur de lui. Il traite Arata de lâche et de veule qui a toujours été malmené sans se défendre, et c'est une honte qu'il possède l'arme la plus puissante au monde. Masato continue d'insulter Arata, qui devient sombre et en colère, disant à Masato de se taire. Soudain, l'étincelle de son épée disparaît, et elle commence à libérer de l'énergie noire. Tout le monde est choqué de voir que même l'épée d'origine a commencé à dévier vers le côté obscur, et Arata tire alors une puissante explosion d'énergie noire sur Masato. Et malgré l'utilisation de son épée pour se protéger, Masato subit quelques dégâts, mais Arata n'en a pas fini. Il dit qu'il fera payer Masato pour tout ce qu'il lui a fait subir, et l'énergie noire commence à déborder de son corps, le transformant en un véritable démon. Kanagi dit qu'il faut arrêter Arata avant qu'il ne devienne un vrai démon. Kotoha court vers Arata et le serre dans ses bras sans se soucier de sa sécurité. Elle demande à Arata de ne pas devenir un démon, car elle pense qu'il est l'homme le plus gentil du monde. En entendant ces paroles, l'énergie se dissipe enfin, et Arata reprend ses esprits. Kotoha perd connaissance après cela, et Ken se précipite à ses côtés. Masato est sur le point d'attaquer Arata une fois de plus, mais les 5 gardiens apparaissent et lui disent de se retirer pour l'instant, sinon l'anime s'arrêtera ici. En fait, ils ne savaient pas que même une arme divine pouvait transformer son utilisateur en démon, et ils ont donc décidé qu'il serait préférable que Masato réveille la pleine puissance de l'épée Orochi avant de combattre à nouveau Arata. Masato jette un dernier coup d'œil à Arata, et Kanagi réalise que les 6 gardiens sont désormais ses ennemis. Arata a le cœur brisé et est trop gêné pour s'en rendre compte, si bien qu'il finit par lâcher son épée. Kanagi saisit l'occasion et s'empare immédiatement de son épée. Il s'enfuit avec, et Ken le poursuit pour récupérer l'épée. C'est alors qu'Arata remarque Konoha inconsciente sur le sol. Il l'appelle frénétiquement, et elle se réveille, soulagée de voir qu'Arata est toujours normale. Il se réfugie dans une cabane abandonnée, où Arata se sent coupable d'avoir blessé Kotoha. Elle s'enquiert alors de Masato, et de ce qu'il voulait dire lorsqu'il parlait de l'autre monde. Elle essaie de lui prendre la main, mais Arata hésite et la tire en arrière, et Kotoha se rend enfin compte qu'il n'est pas le garçon avec lequel elle a grandi. Arata lui raconte à nouveau qu'il a changé de corps avec Arata, après qu'Arata Nidori 2 se soit rendu dans la forêt maudite. Il explique à Kotoha que lorsqu'il a essayé de lui dire la vérité, elle ne l'a pas cru, et qu'après cela, il n'a plus eu le temps d'en parler. Il s'excuse encore, mais Kotoha est trop bouleversée parce qu'elle vient seulement de réaliser que le vrai Arata n'est pas avec elle. Arata numéro 1 lui assure qu'Arata numéro 2 vit en toute sécurité dans le monde moderne. Konoha demande alors qui est l'homme qui l'a transformé en démon auparavant. Et Arata répond que Masato est quelqu'un qui le déteste. Il lui raconte que Masato et ses amis l'intimidaient tous les jours au collège et que, parce qu'il était lâche, il ne pouvait pas se défendre. Arata déclare qu'il n'a jamais voulu avoir un pouvoir qui pourrait être utilisé pour nuire aux autres, mais qu'il l'a maintenant. Sur ce, il part se changer les idées et, au même moment, Oken rencontre Kanagi. Il tente de l'attaquer et de reprendre l'épée d'Arata, mais Kanagi lui dit qu'il reviendra seul. Ils reviennent et trouvent Arata tombé. Kanagi lui demande s'il ne veut pas reprendre son épée. Et comme Arata ne montre aucune réaction, Kanagi le coince contre un arbre et impose l'épée à côté de lui. Arata demande s'il ne veut plus son épée maintenant, et Kanagi répond que son épée divine est trop lourde et que seul Arata peut l'imposer en raison de ses grandes responsabilités. Le lendemain, Arata reprend son entraînement avec Ken et il est désormais plus concentré. Soudain, Kanagi décide de lui servir de partenaire d'entraînement. Il vérifie l'arme de Ken pour abaisser la garde d'Arata et l'attaque soudainement par surprise. Tout ce qu'Arata peut faire, c'est bloquer ses attaques. Et lorsque Kanagi le pousse à bout, il lui dit que l'homme qu'il a combattu hier était avec les 6 gardiens et qu'il continuera sûrement à venir pour lui. Il dit qu'Arata est trop faible pour l'affronter maintenant et qu'à ce rythme, il ne pourra pas se protéger. Kanagi désarme Arata, puis lui dit qu'il n'est pas encore prêt à utiliser son arme divine.
Il lui demande de trouver l'épée divine avant le coucher du soleil, pour prouver qu'il est prêt à tout. Sinon, le groupe se dissoudra. Frustré, Arata s'aventure dans la forêt en contrebas et trouve un énorme loup qui tient son épée. Le loup s'enfuit et Arata se lance à sa poursuite. Il continue de courir après le loup, quand soudain il a la vision de Masato qui court à ses côtés. Masato avait l'habitude de dire à Arata que courir avec lui était le meilleur moment de sa vie. Yu l'encourage à continuer à courir en regardant vers l'avant. Lorsqu'il sort de son flashback, il voit que le loup s'est arrêté. Il commence à penser que Masato était son meilleur ami et qu'il veut toujours le comprendre. Après cela, il revient vers le groupe avec l'épée, et Kanagi accepte de lui donner une autre chance. Arata se rend alors à Konoha et lui dit qu'il fera de son mieux pour devenir plus fort et ne pas devenir un démon la prochaine fois qu'il affrontera Masato. Elle devient émotive, pleure et décide de le soutenir même s'il n'est pas Arata 2. Et Arata l'étreint soudainement pour la remercier de tout ce qu'il a fait. Pendant ce temps, Masato se réveille, avec une servante nommée Mia à ses côtés. Il est agacé par sa gaieté excessive et sa personnalité maladroite, et lui demande de partir. Plus tard, alors qu'il regarde le coucher de soleil, il maudit Arata. Mia vient le voir et lui pose des questions sur Arata, et Masato répond qu'Arata est la personne qu'il déteste le plus. Mais après avoir écouté son discours, Mia dit que Masato aime vraiment Arata, parce qu'Arata vit actuellement dans sa tête sans même payer de loyer. Masato est furieux et s'en prend presque à la femme de chambre, disant qu'Arata a ruiné sa vie. Il lui raconte son histoire, celle de la chute de ses performances dues à des problèmes familiaux. Il a demandé à Arata de faire la course avec lui pour se motiver. Mais à la fin du tour, Arata a ralenti pour qu'il soit à égalité. Cela a blessé l'ego de Masato, qui voulait perdre honnêtement face à son ami. Pour cette raison, il a saisi le col d'Arata, l'accusant de ralentir volontairement parce qu'il avait pitié de lui. Après cela, Masato a commencé à croire qu'Arata n'avait jamais été son ami, ce qui est la raison la plus merdique que j'ai jamais vue pour rompre une amitié. En fin de compte, Masato a toujours été une merde. Pour ne rien arranger, Masato s'est mis à détester Arata, pensant que son ami l'avait toujours méprisé et qu'il voulait maintenant se venger de lui. Peu après, Arata et son groupe arrivent dans un coin de forêt où se trouvent de nombreux papillons, et ils ne se rendent pas compte que le papillon bleu vif qui se trouve parmi eux est un espion. Il observe Arata depuis son palais, et tous ses serviteurs s'agenouillent devant lui, tandis qu'un très vieil être humain est prisonnier d'une bulle d'eau. Ses serviteurs supplient Yoro d'avoir pitié du vieil homme, mais il dit qu'il doit être puni, parce qu'il a échoué dans la simple mission de prendre le contrôle de tout le commerce du sel dans le royaume. Yoro ne se soucie pas que le peuple souffre à cause de cela, car il a besoin de monopoliser le commerce du sel et de devenir plus fort que les autres guerriers choisis. Il libère finalement le vieil homme de sa prison d'eau et avertit tout le monde que s'ils veulent le servir, ils doivent exécuter ses ordres à la perfection. Pendant ce temps, Kanagi conduit Arata et les autres vers le territoire de Yoro, mais Arata dit qu'il ne veut pas le rencontrer pour l'instant. Il affirme qu'il n'a pas l'intention de combattre Yoro avant de savoir quel genre de personne il est, et qu'il veut d'abord apprendre à connaître ses serviteurs les plus proches. Kotoha est immédiatement d'accord avec l'idée d'Arata, et se montre très amical envers lui, et Ken demande ce qui a changé entre les deux. Arata demande alors à Kanagi quelle est la ville la plus proche, et ils s'y rendent immédiatement. Ils arrivent dans la ville la plus riche de tout le royaume, dirigée par l'un des serviteurs de Yoro. Ils sont arrêtés à l'entrée car ils n'ont pas assez d'argent pour payer la taxe d'entrée. Et alors que le gardien commence à chercher des moyens de gagner de l'argent, un homme nommé Sui apparaît et les emmène à l'intérieur. Il leur fait visiter la ville et Kotoha voit de belles épingles à cheveux. Cependant, ils n'ont pas d'argent et Sui leur dit de travailler pour payer la taxe d'entrée, puis de dépenser le reste de l'argent pour faire du shopping. Les hommes sont envoyés dans une mine pour creuser et transporter des pierres, tandis que Kotoha va à la blanchisserie. Voyant que Sui est chargé d'organiser tout le monde, Arata en vient à penser que Sui doit être le moyen le plus proche d'accéder à l'un des serviteurs de Yoro. Pendant la nuit, il demande à un commerçant de lui parler de Yoro, mais il ne l'a jamais vu en ville. Il essaie de vendre quelques objets à Arata, qui décide d'acheter l'épingle à cheveux que voulait Kotoha. À ce moment-là, Sui arrive sur les lieux, et plus tard, Arata lui demande s'il a déjà rencontré Yoro. Sui lui dit que Yoro est un homme noble et sage et qu'il s'efforce actuellement d'atteindre la perfection dans tout ce qu'il fait. Il lui révèle que Yoro a créé les lois de cette ville, ce qui en a fait l'endroit le plus prospère de tout le royaume. Le lendemain, alors qu'Arata et Jen travaillent dans la mine, ils voient soudain le patron se faire punir pour avoir cassé un chariot. Arata et Jen viennent le soutenir et constatent que les autres ouvriers ont endommagé le chariot pour faire porter le chapeau au garçon. Le patron refuse d'entendre raison et renvoie le garçon, annulant tout son travail et lui imposant d'énormes frais de réparation. Jen en a assez et s'apprête à frapper le patron, jusqu'à ce que Sui arrive et les arrête.
Ensuite, Arata et les autres se rendent dans la maison du garçon qui vit dans le bidonville caché, avec d'autres pauvres. Il explique que ses parents étaient marchands de tissus, mais qu'ils sont tombés malades et sont morts, que leur magasin a fait faillite et qu'il a été jeté dans le bidonville. De plus, le patron qui vient de le licencier était auparavant un employé principal de la boutique de tissus de ses parents. Arata et Jen sont furieux de cette injustice et apprennent plus tard que le garçon ne peut même pas quitter la ville, car les frais de sortie sont trop élevés. Arata pense qu'il est complètement faux d'appeler cet endroit une ville parfaite, et Kanagi lui dit qu'il s'agit simplement de tirer les autres vers le bas pour arriver au sommet. Sui écoute tout ce qui se passe à l'extérieur de la hutte, et Kanagi va le confronter. Sui sait qui est Kanagi, et demande à Kanagi et à Jen ce qu'ils font avec un gars comme Kanata, mais Kanagi lui dit de ne pas le sous-estimer. À l'intérieur de la maison, Jen prépare de la soupe pour le garçon, qui devient émotif lorsqu'il la goûte. Il remercie Arata et Jen de l'avoir soutenu, alors qu'il voulait simplement disparaître de ce monde. Arata est choqué d'entendre cela, car ces mots lui rappellent son passé. Il parvient à convaincre le garçon qu'il ne vaut pas la peine de fuir le monde, parce qu'on se sent seul et pathétique, et qu'il faut continuer à essayer d'obtenir de meilleurs résultats. Le garçon dit qu'il veut juste quitter la ville, et Arata lui dit qu'ils l'aideront à s'en sortir. À ce moment-là, Kotoa et Ken arrivent également à l'endroit, et disent qu'ils sont prêts à aider le garçon. Dans la nuit, ils atteignent les portes et assomment les gardes. Ils sont sur le point de s'enfuir, quand soudain, Sui arrive. Ken lui demande de les laisser partir, mais Sui refuse et sort une épée sacrée de sa poitrine. Il se présente comme le maître de cette ville, et il est le serviteur numéro 1 de Yoro. Arata sort également son épée, et dit à Sui que cette ville n'est pas parfaite. Il dit que la ville n'a pas de cœur, tout comme Yoro. Et ces mots rappellent à Sui sa première rencontre avec son maître. À l'époque, il avait attaqué Yoro, lorsqu'il s'était rendu compte que tout le monde essayait de s'approcher de lui uniquement pour son argent. Il s'attendait à ce que Yoro les achève, mais au lieu de cela, il lui a donné de l'espoir et lui a demandé de devenir son serviteur. Soudain, Sui sort de son flashback et attaque Arata avec sa capacité, qui consiste simplement à lancer un tas de pièces de monnaie sur son adversaire. Arata parvient à la bloquer, et peu après, Sui dit qu'il observait Arata sur les ordres de Yoro et qu'il l'a vu se battre et surmonter les défis auxquels il était confronté. Sui dit à Arata qu'il croit en lui, et à ce moment-là, un papillon qui pique Yoro commence à s'approcher de lui. Sui sourit, tout en disant au garçon qu'il n'a pas besoin de quitter la ville parce qu'il va défier Yoro, dans le but de transformer cette ville en un endroit plus humain. Il demande alors à Arata de rendre à Yoro sa gentillesse d'antan, car il est le seul à pouvoir le faire. De leur côté, les 5 gardiens expliquent à Masato qu'il doit rencontrer une autre personne qui est venue de la Terre dans ce monde afin qu'il puisse devenir plus puissant. Il lui montre des images de pointes de pierre transperçant des hommes et une pile de corps, puis lui révèle qu'il s'agit du pouvoir d'Akat, qui est lui aussi venu d'un autre monde. Lorsqu'ils atteignent le territoire d'Akat, celui-ci attaque le navire et leur demande de partir. Le navire est sur le point de battre en retraite, mais Masato en descend pour parler à Akat. Il utilise le pouvoir de son épée pour atterrir en toute sécurité et demande à Akat de le rejoindre, afin qu'il puisse vaincre Arata et Kanagi ensemble. Akat ne s'intéresse pas aux perdants comme lui et commence à s'éloigner, mais Masato pique une colère, disant qu'il veut vaincre Arata à tout prix, sinon il n'y a aucune raison qu'il vienne ici. Akat lui accorde enfin un peu d'attention et s'approche soudainement de lui avec sa lance pointée vers son visage. Akat lui dit qu'il est trop mou et trop faible pour vaincre Arata et le poignarde dans l'œil pour lui donner un sentiment de perte. Il explique ensuite à Masato que plus on se perd, plus on devient fort, et que Masato était prêt à tout perdre s'il voulait vaincre Arata. Pour honorer sa détermination, Akat l'accepte comme élève et lui rend même son œil. De l'autre côté, Kanagi emmène le groupe au palais de Yoro, qui se trouve sur une petite île autour de laquelle flotte une étrange boule d'eau. À l'intérieur du palais, Yoro salue sa mère, qui est emprisonnée dans une boule d'eau, et lui dit qu'une fois qu'il aura obtenu l'épée divine Tsukuyo, il ne sera plus qu'à un pas de devenir roi, et qu'alors, peut-être, elle sera fière de lui. À l'extérieur du palais, Arata et Konoha attendent Ken et Kanagi, partis en mission de reconnaissance. Arata s'apprête à offrir à Kotoa une épingle à cheveux qu'il a achetée lorsqu'elle se met soudain à dire qu'il doit avoir très envie de rentrer chez lui. Elle lui dit qu'il doit avoir de la famille et des amis dans son monde, et qu'elle s'occupera de lui en leur nom, jusqu'à ce qu'il soit temps pour lui de rentrer. Après cela, elle s'enfuit sans écouter ce qu'Arata a à dire, et celui-ci prend l'épingle à cheveux, qu'il n'a pas pu lui donner. Il réalise enfin qu'il a cessé de penser à retourner dans son monde, depuis qu'il a promis à la princesse de sauver ce monde. Alors qu'il est perdu dans ses pensées sur son avenir incertain, il entend soudain Kotoa crier et court vers elle.
Il trouve un tentacule d'eau qui lui attrape la jambe, et lorsqu'il dégaine son épée divine, d'autres tentacules attaquent Konoha et l'emprisonnent dans une boule d'eau. Elle est entraînée dans la mer, et Arata ne peut que crier son nom, tandis que Ken et Kanagi reviennent. Kanagi dit que c'est le pouvoir de Yoro, et Arata court immédiatement à son palais pour sauver Kotoa. Les portes du palais sont ouvertes et aucun garde n'empêche Arata d'entrer et de trouver Kotoa prisonnière et attachée. Soudain, la bulle dans laquelle elle se trouve commence à se remplir d'eau, et Arata dégaine son épée pour la libérer. Il utilise la capacité de son épée pour attaquer la bulle, mais ne fait aucun dégât. À ce moment-là, Yoro apparaît et salue Arata en lui disant qu'il n'a pas assez de pouvoir pour briser sa prison. Kanagi s'y rend également. Yoro se moque alors de Kanagi, qui s'est fait voler son épée sacrée par Akatia. L'eau à l'intérieur de la bulle continue de monter, et Arata exige que Yoro libère Kotoa. Il lui dit que pour cela, Kanagi doit se soumettre à lui, ou se rendre s'il veut que la jeune fille soit libérée. Arata le traite de lâche, mais Yoro affirme que c'est le meilleur moyen de le soumettre et de rendre sa mère fière. Il l'attaque avec une vague d'eau qu'Arata bloque avec sa barrière. Kanagi veut aider Kotoa, mais Yoro lui barre également la route. Tous ses serviteurs observent le combat, et Sui les convainc tous de soutenir Arata, car il est le seul à pouvoir rendre à Yoro sa gentillesse. Arata ne peut qu'esquiver les attaques de Yoro, et lorsque Sui l'aide à bloquer une attaque qui venait de son angle mort, cela met Yoro très en colère et il s'en prend à ses serviteurs. Arata perd sa concentration lorsqu'il voit Kotoa en difficulté, et Yoro en profite pour le frapper avec une attaque d'eau afin de le piéger. Alors qu'Arata est sur le point d'être submergé par l'eau verte, Sui se rend compte que Yoro va utiliser son coup spécial, qui mettra fin au combat instantanément. Soudain, un vaisseau volant apparaît au-dessus d'eux et quelqu'un en sort. Il s'agit de Masato, qui est venu pour aider à vaincre Arata. Il utilise le pouvoir de son épée impie pour atterrir dans le palais et se met à la recherche d'Arata. Lorsqu'il le voit se noyer, il demande à Yoro ce qu'il fait avec son ennemi. Yoro répond qu'Arata dort et qu'il se rendra à lui pendant leur sommeil. Masato ne peut laisser personne vaincre Arata avant lui. Il l'attaque donc, mais Yoro bloque son attaque et le piège également dans un piège d'eau. Il immerge Masato dans la piscine, puis y entre pour vaincre les deux garçons. Dans la piscine, Arata se sent au chaud et en sécurité. Soudain, il ouvre les yeux et se retrouve chez lui. Sa mère lui a préparé sa soupe préférée, mais elle l'interroge sur le serment de reddition. Elle tente de le faire chanter pour qu'il cède son pouvoir à Yoro, mais Arata refuse. Voyant qu'il a toujours la volonté de se battre, Yoro utilise son pouvoir pour rajeunir Arata, en changeant son rêve en une époque où il était impliqué dans une bagarre à l'école primaire. Sa mère lui dit d'abandonner et de dire les mots qui mettront fin à sa douleur, mais il refuse toujours d'abandonner. Yoro remonte encore plus loin dans le temps, mais le jeune Arata n'abandonne toujours pas. Et lassé qu'Arata n'écoute pas sa propre mère, Yoro décide de le tuer. Il inverse le temps pour transformer Arata en bébé. Mais soudain, la voix de Kotoa commence à résonner dans l'esprit d'Arata, lui disant de continuer à se battre. Soudain, Arata retrouve son âge normal et dit à sa mère qu'il doit partir. Il lui dit qu'il a une fille qu'il aime, et même dans le rêve artificiel, sa mère lui souhaite bonne chance. Arata libère alors toute la puissance de son épée, détruisant la technique de Yoro, ainsi qu'une gigantesque boule d'eau au-dessus de son palais, avec une lumière dorée éclatante. La poussière dorée tombant du ciel, Arata descend vers le sol avec Kotoa dans ses bras. Tout le monde est stupéfait de voir cela. Et lorsqu'il atterrit sans encombre, Kotoa ouvre les yeux. Yoro sort de la piscine, furieux qu'Arata ait brisé sa technique, et aussi qu'il ait refusé d'écouter sa propre mère. Arata lui répond que sa mère ne lui aurait jamais dit d'abandonner, même dans ses rêves, et qu'il est libre de faire ce qu'il veut. Yoro tente de l'attaquer, mais son pouvoir ne s'active pas, car son arme divine a perdu sa volonté de combattre. Soudain, Yoro se rend compte d'un fait terrible. Il court vers la pièce où se trouve sa mère, mais la boule d'eau dans laquelle elle était enfermée explose, ne laissant derrière elle qu'un ensemble de vêtements vides. Yoro fait une dépression après avoir perdu sa mère, mais Sui dit à tout le monde que sa vraie mère est morte il y a longtemps et que ce n'est qu'une illusion qu'il s'est créée. La mère de Yoro ne lui a jamais montré d'affection et l'a toujours réprimandé pour qu'il soit parfait en tout. Il travaillait dur en espérant qu'elle le féliciterait un jour, mais même après qu'il soit devenu l'un des 12 gardiens, elle n'a pas changé. Elle est décédée peu après, et Yoro pensait que s'il devenait roi, elle le reconnaîtrait enfin. Mais aujourd'hui, il échoue lamentablement dans tous les domaines. Soudain, Kanagi s'approche d'une petite boîte posée sur un support, et Yoro lui dit de ne pas la toucher, car c'est le cadeau que sa mère lui a offert peu avant sa mort. Kanagi demande ce qu'il y a dedans, et Yoro répond qu'il n'a jamais osé l'ouvrir, car il pensait qu'elle n'était pas encore digne de lui. Tout le monde lui dit de regarder à l'intérieur de la boîte, car il y a peut-être un message pour lui. Et Yoro s'exécute. Il ouvre la boîte et y trouve un collier mal fait qu'il avait fabriqué pour sa mère lorsqu'il était enfant et qu'elle avait refusé d'accepter.
disant que c'était une perte de temps pour elle et pour lui. Yoro est choqué, puis son ancienne servante lui explique que l'attitude stricte de sa mère était toujours pour son bien. Elle savait que Yoro était un garçon gâté et gentil, qui ne connaissait pas les défis du monde réel. Comme il avait déjà perdu son père, sa mère s'est chargée de le préparer à l'avenir, en agissant avec beaucoup de fermeté. Lorsque Yoro comprend la vérité, il se met à pleurer et réalise enfin qu'il s'est égaré. Il s'excuse auprès de ses serviteurs pour toutes les erreurs qu'il a commises et remercie Arata de lui en avoir fait prendre conscience. Il lui demande ce qu'il pense être la chose la plus importante dans ce monde, et Arata répond que ce sont les liens qu'il crée avec les autres. Yoro est satisfait de la réponse, mais à ce moment-là, Masato arrive et n'est pas content d'entendre Arata parler de liens. Il lui dit qu'il n'a besoin d'aucune relation humaine, et qu'il va donc l'écraser et le tuer ici même. Il dit à Arata qu'il est dans le même cas, car il le déteste suffisamment pour se transformer en démon. Arata frémit, et Masato lui demande de se transformer à nouveau en démon pour qu'il puisse se battre. Arata déclare qu'il ne redeviendra jamais un démon et jure qu'il changera le cœur de Masato. Masato répond qu'il ne se laissera pas changer par quelqu'un d'aussi faible que lui, puis pointe son arme sur Arata. Son épée Orochi évolue soudainement et devient plus forte, et Arata n'a pas d'autre choix que de dégainer son arme à son tour. Masato l'attaque et le choc de leurs épées détruit complètement la pièce où il se trouvait. Arata profite de la fumée pour s'enfuir, mais Masato le poursuit. Il attaque avec les lames allongées de son épée, qu'Arata ne parvient qu'à esquiver. Kotoa s'inquiète pour lui, car elle se souvient qu'Arata s'est transformé en démon la dernière fois qu'il a combattu Masato. Elle demande à Kanagi de l'aider, mais il refuse, disant que c'est une bataille qu'Arata doit mener seul. Elle se tourne vers Ken, mais il est d'accord avec Kanagi, et ajoute qu'il ne l'aidera pas du tout. Cependant, il dit à Kotoa de croire en Arata, car il ne se transformera pas en démon, et gagnera quand même. De son côté, Arata est constamment repoussé par l'épée changeante de Masato et ses attaques incessantes. Il active la barrière de son épée pour bloquer les attaques, et Masato lui dit d'arrêter de se cacher comme un lâche et de l'attaquer. Il dit qu'il s'agit d'un combat de soumission, et Arata répond qu'il ne veut soumettre personne. Soudain, Ken encourage Arata en lui disant de se battre, sinon il ne pourra pas sauver la princesse Akikour. Soudain, Arata réalise qu'il doit être à la hauteur de la confiance que la princesse a placée en lui. Kotoa arrive également sur les lieux et dit à Arata que tout le monde lui fait confiance. Il se souvient des visages de tous ses amis et devient déterminé à mener le combat jusqu'au bout. Cependant, Masato lui dit qu'il ne sert à rien de croire et il libère rapidement plus de puissance obscure de son épée. Les ténèbres commencent à envahir Arata, qui n'a aucun moyen de vaincre son ami grâce aux capacités défensives de son épée. Tout le monde pense qu'il est en difficulté, car son épée n'a aucune capacité offensive. C'est alors que Yoro décide de l'aider, en se soumettant à lui, en utilisant tous les pouvoirs et les capacités de son arme. Ses serviteurs tentent de l'en empêcher, mais Yoro dit que soutenir Arata en ce moment est un acte plus grand que de devenir roi, et que peut-être sa mère sera fière de lui pour cela. Même Arata ne veut pas qu'il se soumette à lui, mais Yoro a déjà pris sa décision et dit à Arata de changer le monde pour son propre bien. Alors que Yoro commence à prêter serment de soumission, Arata lui demande d'arrêter, mais Kanaka lui dit de cesser d'être un lâche. Il lui dit que Yoro lui confie sa vie, son pouvoir et ses rêves, et qu'il doit être un homme et continuer à avancer avec ce nouveau pouvoir. Yoro prononce alors le serment de soumission, et son corps se transforme en énergie dorée pour pénétrer dans l'épée d'Arata. Arata a alors une explosion d'émotions et d'énergie qui détruit tout le palais. Après cela, Arata et Masato se font face, et Arata demande finalement à Masato pourquoi il veut tant se battre contre lui. Masato se souvient de leur passé et dit à Arata qu'il veut le vaincre à tout prix, alors qu'il est encore au meilleur de sa forme. Arata demande si Masato n'est pas satisfait de l'avoir malmené pendant des années, mais Masato lui répond qu'il est trop stupide pour comprendre la vérité. Soudain, il attaque Arata avec des lames, mais Arata transforme son épée en arme de Yoro et dévie les attaques de Masato avec des jets d'eau. Masato tente d'attaquer à nouveau, mais Arata continue de dévier ses lames. Voyant qu'Arata prend enfin le combat au sérieux, Masato décide que c'est l'occasion de le vaincre correctement. Il utilise ses lames pour s'élever dans les airs, puis attaque Arata. Les deux hommes font appel à la puissance de leurs épées divines, et Arata déclare qu'il se bat désormais pour le bien de tous et qu'il ne perdra donc pas. Il repousse Masato et libère toute la puissance de son épée, qui se met à briller et à se restaurer. Soudain, le sol entier se met à trembler, et d'énormes piliers de pierre surgissent de la mer. Tout le monde est stupéfait par la puissance d'Arata, et même Masato reste sans voix. Arata déclare que pour le bien de ses amis dans ce monde, il se battra de toutes ses forces. Il lève son épée, créant une barrière dorée,
et un ensemble d'ailes éthérées faites d'énergie pure autour de lui. Tout le monde est stupéfait de voir cela, car Arata a enfin activé toute la puissance de son arme. Il donne un coup d'épée, et une énorme décharge d'énergie est envoyée vers Masato, qui déclare qu'il n'abandonnera pas son rêve et qu'il le vaincra sûrement un jour. Il dit à Arata que la prochaine fois, il le vaincra, et il est alors soufflé par l'énorme quantité d'énergie. Alors qu'Arata savoure sa victoire, il se sent soudain comme à l'époque où il courait avec Masato au collège, ne se sentant pas du tout dans un combat de vie ou de mort, mais plutôt dans un combat amical. Il s'assoit ensuite et remercie Tsukuyo de lui avoir donné son pouvoir. Soudain, Kotoa monte sur une plateforme et parle à Arata, disant qu'elle est soulagée qu'il s'en soit sorti indemne. Arata en profite pour lui donner l'épingle à cheveux qu'il a achetée pour elle, et elle est heureuse de la recevoir. Arata rencontre ensuite les serviteurs de Yoro, qui ont décidé de suivre l'exemple de leur maître et de se soumettre à Arata. Il leur demande s'ils sont sûrs de leur choix, et ils lui répondent tous qu'ils veulent lui donner leur pouvoir pour qu'il puisse changer le monde. Tous les serviteurs se soumettent alors à Arata et deviennent partie intégrante de sa force. Après avoir absorbé leur énergie et leur force vitale, Arata déclare qu'il continuera à prouver que tout le monde avait raison de lui faire confiance. C'est ainsi que s'achève le légendaire anime d'Arata. Vous voulez voir la suite? Malheureusement, il n'y en a pas. Alors, courez vers le manga et lisez-le en entier. C'est simple. En tout cas, un gros bisou à tout le monde. Au revoir et à la prochaine vidéo. Au revoir.